L'invité de la matinale, Pierre-Hugues Dubois. Il y a un an, nous parlions du décès de Mahsa Amini, jeune femme iranienne détenue par la police des mœurs. Vous en reparlez longuement ce matin, Pierre-Hugues, avec la sociologue Azadekian, d'origine iranienne. Bonjour Azadekian. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un an après, quelle est la situation aujourd'hui en Iran? Écoutez, la situation en est que la répression est féroce et s'est aggravée ces derniers temps à l'approche de l'anniversaire de l'assassinat de Jina Mahsa Amini, mais également l'assassinat, je dirais, de 530 manifestants et manifestantes, dont plusieurs enfants, à la suite des manifestations qui ont eu lieu suite à l'assassinat de Mahsa, donc en septembre 2022. Mais même si on n'est plus face à des grandes manifestations comme ça a été le cas l'année dernière, on est face quand même à des mobilisations, on est face à des protestations. Il y a pratiquement tous les jours des retraités, des étudiants, des ouvriers, etc. qui manifestent pour revendiquer leurs droits, et assez rapidement les manifestations se tournent contre le régime. Mais en même temps, on constate aussi que les femmes, souvenez-vous, qui se sont soulevées contre les exactions commises et contre les préceptes imposés, en l'occurrence le port obligatoire du voile, continuent à désobéir avec énormément de courage et donc en désobéissant et en refusant de porter le voile obligatoire, qui est l'emblème de ce régime, qui est l'ADN de ce régime, en fait elles sont en train de rejeter le régime. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que les mobilisations continuent néanmoins, les contestations se sont étendues à des pans entiers de la population. Et la répression s'aggrave, dites-vous? S'aggrave. En quoi s'aggrave-t-elle? Écoutez, il y avait déjà 20 000 personnes arrêtées depuis l'année dernière. Il y en a davantage de militants et militantes qui ont été arrêtés, de journalistes, d'acteurs et actrices, d'étudiants, enfin de toute catégorie sociale, des syndicalistes également. Et puis, de façon, entre guillemets, préventive, et afin de les empêcher de redescendre dans la rue, il y en a davantage qui ont été arrêtés. Et puis, les familles des personnes tuées l'année dernière sont maintenant intimidés tous les jours, y compris les parents de Jina Mahsa Amini, de ne pas sortir dans la rue et de ne pas commémorer l'anniversaire de la mort de leurs enfants par le régime. Le régime craint, à un an, à l'anniversaire de la date du décès, il craint de nouvelles mobilisations. C'est-à-dire que le chef des Pasdaran de Téhéran, des gardiens de la révolution, donc de Téhéran, a annoncé récemment que si les gens redescendaient à nouveau dans la rue, ils ne pouvaient plus rien faire. Ça veut dire que le régime allait tomber. Et donc, ils ont tout fait pour empêcher des gens de descendre dans la rue. Néanmoins, et malgré tout ça, les partis kurdes, par exemple, ont appelé à une journée de mobilisation, grève générale et manifestation. Et tout de suite après, on a vu les gardiens de la révolution qui ont envoyé des forces militaires, leurs chars, etc., vers les villes kurdes. Pareil pour le Baloutchistan iranien. Et en même temps, il y a une vingtaine d'autres organisations, associations qui ont aussi à Téhéran et ailleurs ont appelé à manifester le 16 septembre. Mais on va voir comment ils peuvent s'organiser. Pourtant, on avait l'impression que ces manifestations s'étaient arrêtées, elles n'étaient plus aussi massives, il n'y avait plus autant de personnes dans les rues. Elles s'étaient arrêtées d'elles-mêmes, ou c'est la répression qui les a arrêtées? C'est la répression. Quand vous arrêtez 20 000 personnes, et ces 20 000 personnes, c'était, il y en a beaucoup qui étaient des organisateurs, soit des étudiants, soit des ouvriers ou employés, professeurs de lycée, etc., qui avaient joué un rôle important dans l'organisation des manifestations. Il y a beaucoup de femmes militantes des droits des femmes qui sont aussi emprisonnées de ce fait. Quelle est la place des femmes dans cette mobilisation? Leur rôle, il est essentiel? Leur rôle était essentiel et reste essentiel. N'oublions pas que ce sont elles qui ont initié les manifestations, ce sont elles qui sont descendues dans les rues de façon spontanée, et elles ont été pour la première fois vraiment suivies et soutenues par des hommes, en particulier des jeunes hommes, mais plus tard aussi par d'autres hommes, et ce soutien continue à exister aujourd'hui. À cela s'ajoute le fait que du fait de la crise économique profonde, cherté de vie, inflation, il y a maintenant des pans entiers de la population qui est de plus en plus mécontent contre ce régime qui est à la fois dictatorial et corrompu, il ne faut pas oublier ça, puisque le régime islamique d'Iran a augmenté la vente du pétrole, 2 millions de barils de pétrole par jour aujourd'hui. Il y a quasiment plus de sanctions états-uniennes contre le pétrole. Iraniens, bien sûr, ils vendent leur pétrole moins cher parce qu'ils les vendent aux Chinois et donc moins cher, mais néanmoins, est-ce que l'argent est utilisé pour
le bien-être de la population, pour créer de l'emploi, etc. Bien sûr que non. Ils utilisent l'argent du pétrole dans leur programme nucléaire pour justement financer et armer les forces de coercition, les écoles religieuses qui sont des écoles de propagande et aussi financer les groupes de proximité, les groupes de soutien, dans les pays comme l'Irak, le Liban, le Yémen ou ailleurs. La communauté internationale a oublié l'Iran ? La communauté internationale, effectivement, à part les États-Unis qui ont continué à négocier de façon indirecte avec le régime islamique d'Iran afin de faire libérer leurs 6 otages, moyennant le déblocage de l'argent iranien qui avait été bloqué dans des banques en Corée du Sud, et espérant que l'Iran arrêterait de vendre l'armement en Russie et surtout des drones, et de soutenir la Russie dans son invasion contre l'Ukraine et le programme nucléaire de l'Iran, etc. Mais tout ça, ce sont des négociations en vain, à mon sens, parce que c'est un régime, on le sait, qui s'est maintenu au pouvoir depuis le début jusqu'à aujourd'hui, en créant lui-même des tensions régionales et internationales à travers le nucléaire, par exemple, et aussi à travers les interventions dans des pays de la région. Et ils n'arrêteront jamais d'intervenir en Irak. Regardez, l'Irak est un pays souverain, mais ils ont bombardé le Kurdistan irakien et à nouveau, ils sont en train de menacer l'Irak et le Kurdistan irakien de bombardement. Donc, ça veut dire que c'est là encore dans leur ADN d'intervenir, d'interférer dans les affaires des pays voisins. Et de déstabiliser la région. Et de déstabiliser la région et de se promouvoir en tant que force importante avec laquelle il faut absolument négocier. Mais négocier pour obtenir quel résultat, y compris en ce qui concerne la prise d'otages, parce que regardez que cela fait des années, dès novembre 79, ce régime a commencé à prendre des Occidentaux en otage et ça continue. Alors, il y a des pays qui négocient avec l'Iran, il y a des pays qui payent, d'autres qui acceptent de libérer les prisonniers iraniens à l'étranger contre leurs propres otages, mais ça donne la possibilité au régime de prendre davantage d'otages. Donc, je veux dire, à chaque fois que les pays occidentaux, les démocraties ont tenté de négocier avec ce régime, eh bien, ils n'ont pas obtenu les résultats escomptés. Nous sommes avec Azadeh Kian, sociologue d'origine iranienne, pour évoquer les 1 an de la mort de Mahsa Amini. Que fait la France ? La France, pour l'instant, on ne l'entend pas. La France, à vrai dire, a tenté, le président Macron a tenté de dialoguer avec le président iranien qui est considéré en Iran comme un bourreau. Il ne faut pas oublier, M. Raïssi était dans... Cette voie du dialogue, c'était la mauvaise ? C'était la mauvaise et c'est au mauvais moment, c'est-à-dire juste en septembre, alors que ce régime était en train de tuer les jeunes dans la rue. M. Macron a tendu la main à M. Raïssi. Donc ça a vraiment créé un tollé en Iran et parmi la diaspora iranienne à l'étranger. La France a perdu sa popularité de ce fait. Donc, il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit. Et à l'heure actuelle, la France ne fait pas grand-chose, si ce n'est que d'essayer de négocier avec l'Iran sur le programme nucléaire afin que l'Iran ne puisse pas aller vers la fabrication d'une bombe atomique. Mais la France n'est pas seule. Il y a aussi d'autres pays européens et aussi les États-Unis. Il y a aussi la place du voile. Le voile instrumentalisé dans cette lutte. Quelle est la place du voile dans ce régime iranien ? Écoutez, le voile, dès le départ de la Révolution, est devenu le symbole idéologique et politique de ce régime. Je pense que le régime islamique d'Iran s'est piégé lui-même en soulignant et en faisant du voile, en fait, son symbole et le symbole, comme il le disait, du sang des martyrs, etc. Et en obligeant les femmes à porter le voile, c'est dans la loi. Et donc, de ce fait, lorsque les Iraniennes, dès le début, ont commencé à manifester dès mars 79, un mois à peine après la victoire de la Révolution, il y a des milliers de femmes qui sont descendues dans la rue pour dire non au voile obligatoire, non à des régressions dans les droits des femmes.
eh bien, ce combat continue. Et donc, du coup, le voile obligatoire, hein, j'insiste, si vous voulez, illustre ce régime dictatorial et ce régime qui va absolument imposer ses préceptes à tout le monde. Cet été, on a vu des jeunes femmes sans voile et portant des robes avec des décolletés, des robes parfois courtes dans les rues de Téhéran. C'était aussi beaucoup de courage de la part de ces femmes. Énormément de courage. C'est déjà un défi très important et énormément de courage. Il ne faut pas oublier que selon la loi, elles peuvent se faire arrêter. D'ailleurs, il y en a qui ont été arrêtés, se faire emprisonner. L'emprisonnement peut aller pour l'instant jusqu'à 3 ans. Ils sont en train de préparer aussi une nouvelle loi selon laquelle les femmes qui récidivent à ne pas porter le voile et qui propagent les sentiments contre le voile peuvent être même condamnées à la peine capitale. Donc, on constate le courage de ces jeunes femmes, mais qui disent on ne va pas revenir en arrière. Et ça, c'est un message aussi pour les pouvoirs occidentaux, c'est-à-dire que cette jeune génération qui est l'avenir de l'Iran ne va pas revenir en arrière et ne peut pas cohabiter avec ce régime. Donc, c'est soit la société iranienne qu'il faut choisir, soit ce régime. Hein. Il n'y a pas d'autre, à mon avis, il n'y a pas d'autre choix. La société iranienne dans son entièreté. Dans son entièreté. Et en tout cas, dans sa majorité écrasante, est contre ce régime, est mécontente de ce régime, souhaite le changement de ce régime, a bien vu que les réformes ne fonctionnaient pas avec ce régime n'est pas réformable. Donc, en tout cas, raison pour laquelle j'appelle ce qui se passe en Iran une révolution en cours, un processus révolutionnaire. Ça va prendre du temps, le régime ne va pas tomber du jour au lendemain, mais ce qu'il faut faire, c'est de ne pas le soutenir. Et la crise économique qui a lieu en ce moment ne peut pas empêcher cette révolution. Parfois, quand il y a une crise économique, les gens sont inquiets de ce qu'ils vont manger le soir et ne pensent pas à faire la révolution. Non, au contraire, parce qu'en Iran, comme tout est aux mains de l'État, hein, l'Iran a une économie rentière, c'est-à-dire la vente du pétrole, du gaz, etc. Tout est aux mains de l'État et des structures monopolistiques que sont, par exemple, les gardiens de la révolution ou tout un tas de fondations. Donc, effectivement, lorsque les gens ont faim, tout en sachant que l'Iran est un pays riche et que le régime continue à vendre son pétrole, et donc, au contraire, le mécontentement s'aggrave, augmente, et c'est le régime qui est rendu responsable de la situation. C'est exactement le cas actuellement. Et donc, ils sont davantage susceptibles de descendre dans la rue qu'avant. Dans ce régime, il y a la police des mœurs. Ça paraît aberrant d'avoir une police des mœurs. Elle est encore active aujourd'hui, cette police des mœurs qui a un an a arrêté Mahsa Amini. Absolument, active, mais il ne s'appelle plus la police des mœurs. Ils ont enlevé les logos de police des mœurs de leurs vannes. Les vannes sont là, les policiers sont là et continuent à arrêter les femmes qui refusent de porter le voile, continuent à, par exemple, prendre la photo à travers leur caméra de surveillance des femmes qui conduisent leur voiture sans le voile. Les voitures sont confisquées, les femmes perdent leur emploi. Enfin, il y a tout un tas d'exactions qui sont commises par le régime contre les femmes qui refusent de porter le voile et pourtant le mouvement continue et c'est étendu. Aujourd'hui, ce ne sont plus que des jeunes femmes qui refusent de porter le voile, mais aussi les femmes plus âgées et pas qu'à Téhéran. Regardez toutes les grandes villes et villes moyennes, on voit le même phénomène. Merci beaucoup à Azadekian ce matin d'être passé par RCF pour nous sensibiliser aussi à cette cause iranienne. Un entretien à retrouver en vidéo sur notre chaîne YouTube et sur notre site internet.